Je disais, on sort dans du coton après ce petit moment unique pour beaucoup. J'espère que tout le monde en a profité et que ça va vous laisser quand même un petit peu d'énergie pour écouter la fin de cette conférence. Donc, j'ai 10 minutes pour vous parler, je ne sais pas si j'arrive, oui, j'arrive, de tout ce dont on vient d'évoquer, les thérapies que moi j'appelle thérapies non médicamenteuses parce qu'on va voir qu'il y a d'autres choses. Donc je disais que les 32 centres avaient été interrogés, on avait eu un grand pourcentage de centres qui avaient répondu et effectivement la majorité, pour ne pas dire presque tous, utilisaient ces thérapies complémentaires avec différentes disciplines qui étaient plus ou moins fréquentes, avec un petit trio de tête, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, sur certaines pratiques comme l'hypnose et la sophrologie, et on va en parler. Cette étude, elle avait été troublante parce qu'elle avait quand même soulevé certains problèmes sur le manque de rigueur dans les formations des praticiens dans ces différents centres, sur le manque de reconnaissance administrative et sur le manque de cadre administratif. Et ça avait été le point de départ d'un gros travail pour essayer de mettre un petit peu une homogénéisation et puis de rationaliser en fonction justement des preuves qu'on avait ou du background qu'on pouvait avoir pour utiliser telle ou telle de ces pratiques avec de la sérénité sur le fait qu'on ne serait pas délétère et qu'on apporterait du bénéfice aux enfants et à leur famille. Et les preuves, même si la littérature scientifique, puisqu'on travaille nous beaucoup à base de preuves dans la littérature scientifique, c'est le fondement de notre médecine occidentale, qui est complètement différente de ce qu'on va trouver dans les cultures orientales, où effectivement beaucoup de cette principes de médecine intégrative régissent le fonctionnement médical. Les preuves dans la littérature scientifique sont finalement assez faibles parce qu'il y a des problématiques de méthodologie qui ne sont pas forcément adaptées, mais quand même, et chez l'enfance, et en particulier dans la douleur, on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de domaines dans lesquels l'acupuncture par exemple avait fait plus de preuves que dans d'autres symptômes. En pédiatrie, c'est la douleur qui a été le terrain de recherche le plus important. Il y a énormément de publications dans des journaux médicaux de bonne réputation et de bon niveau de preuves qui ont montré qu'on avait intérêt à utiliser certaines de ces médecines complémentaires et on va voir de beaucoup de types. Alors, on va parler de l'Institut d'oncohématologie pédiatrique, puisque c'est de ça que je voulais partager avec vous tous ce soir. C'est quoi la cancérologie pédiatrique? C'est moins de 1% des cancers. On dit en France, il y a à peu près 2000 nouveaux cas tous les ans. Donc, c'est vraiment, et Dieu soit loué, une toute petite part de la cancérologie. Néanmoins, ça fait quand même un certain nombre de patients atteints de cancer ou de leucémie qui, dans la région Rhône-Alpes et à Lyon, en tout cas, sont pris en charge de façon uniciste à l'Institut d'hématologie pédiatrique, qui est donc un hôpital qui a 50 lits. C'est pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce qu'on peut faire malgré la petite taille d'un service. Et les thérapies non médicamenteuses utilisées à l'Institut d'oncohématologie pédiatrique, elles sont finalement assez nombreuses et c'est une histoire assez ancienne parce qu'on a commencé dans les années 2008 de mémoire avec la première discipline qui avait été introduite à l'IHOP, c'était la sophrologie, avec des indications qu'on a assez bien individualisées dans la gestion du stress et des émotions des enfants, dans la gestion des troubles du sommeil, puisque beaucoup d'enfants qui sont en cours de chimiothérapie ou de traitement sont victimes de problématiques de sommeil qui peut parfois perturber leur vécu de la maladie, leur vécu des traitements et qui nous posent des difficultés, et puis surtout dans la prise en charge de la douleur. Et on a cette chance depuis presque 16 ans maintenant d'avoir de façon introduite dans les soins l'intervention de la sophrologie avec une intervenante qui nous est fidèle depuis. L'hypnoanalgésie est aussi quelque chose qui a été très précocement introduite dans la pratique courante des soins en oncologie pédiatrique à Lyon, avec là aussi un focus douleur important parce que l'hypnose a été, on en a peu parlé finalement dans l'heure qui vient de passer, mais a été une des thérapies non médicamenteuses qui a été probablement la plus documentée en termes d'études scientifiques et en particulier en pédiatrie avec beaucoup d'applications sur la douleur induite par le cancer, mais aussi la douleur induite par les traitements du cancer. Et on fait aujourd'hui
pour vous donner un exemple, un enfant qui va être suivi pour une leucémie pendant à peu près 12 à 18 mois de traitement va avoir plus de 20 ponctions lombaires, qui sont un geste que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais qui est relativement agressif et qui peut potentiellement être pourvoyeur de douleur. Et je vous parle de la ponction lombaire parce que c'est un petit peu l'exemple, mais tous les jours, un enfant qui a atteint de cancer va être soumis à des gestes qui sont faits pour le guérir, mais qui lui font mal. Et on est en souci, tous les soignants des services d'oncologie pédiatrique sont en souci de trouver des moyens de réduire un petit peu ces douleurs. Donc l'hypnose a été quelque chose d'extrêmement documenté et qui a beaucoup été utilisé par les équipes soignantes. On a beaucoup de soignants qui sont formés à l'hypnoanalgésie pour réduire la douleur. Le massage a aussi été quelque chose qu'on a introduit assez précocement dans notre institut et qui est reconnu là aussi au niveau scientifique comme étant un outil important pour la prise en charge de la douleur et puis de certains autres symptômes chez l'enfant. Et on ne revient pas sur l'historique, on est venu tout à l'heure sur l'historique de l'acupuncture, mais l'historique du massage, il y a des cultures qui massent les enfants beaucoup plus que ce qu'on fait nous en Occident. Et le massage est un outil très riche pour aider l'enfant à réduire les problématiques de stress et les problématiques de douleur. Il y a des parents qui ont vraiment cette pratique-là dans leur quotidien et on a essayé de faire en sorte que des soignants l'aient aussi de façon à pouvoir faire bénéficier les enfants de ce type de soin qui est un soin finalement relativement facile et pour lequel on est peu inquiet sur les effets délétères éventuels. Alors, il y a une autre pratique qu'on utilise de façon assez structurée à l'Institut d'oncohématologie pédiatrique depuis là aussi un certain nombre d'années. C'est la réflexologie plantaire qui est une des pratiques qui probablement est peu documentée dans le niveau de preuves scientifiques, mais qui a quand même certaines backgrounds pour pouvoir dire qu'on a des effets objectifs, là encore une fois, sur des symptômes tels que la douleur, tels que l'anxiété, tels que les troubles du sommeil, même tels que les nausées, vomissements. Et on a effectivement là aussi la chance d'avoir intégré dans nos pratiques de soins la réflexologie plantaire, avec là aussi une praticienne qui est formée et qui connaît la pathologie cancéreuse. Et c'est l'un des points importants dans la possibilité de mettre au service des patients ce type de médecine complémentaire ou de thérapie complémentaire, c'est de la faire pratiquer par des gens qui connaissent la pathologie du cancer pour ne pas risquer d'avoir des effets délétères. Et pour vous montrer un exemple, on a fait localement une étude qui a été publiée aussi pour montrer que on avait un bénéfice à utiliser la réflexologie plantaire, par exemple, pour réduire la douleur dans certaines situations, la douleur de l'enfant. Et c'est quelque chose, ce type de démarche de recherche et de démonstration par des méthodologies un peu structurées de recherche clinique nous permettra de choisir, de sélectionner, de valider certaines pratiques où on finit par prouver qu'on a un bénéfice et puis peut-être d'en éliminer d'autres. On en a cité quelques-unes tout au long de cette heure qui potentiellement pourraient être délétères ou non bénéfiques. On a parlé de l'ostéopathie tout à l'heure. L'ostéopathie aussi a été introduite dans la pratique de l'oncologie pédiatrique à Lyon grâce à certains travaux qui ont montré le bénéfice. Là aussi, dans des symptômes, on ne fait pas de ces thérapies-là à tout va, comme des choses qui sont pour combler des vides peut-être de la médecine. On les fait avec l'idée qu'on va améliorer un symptôme ou des symptômes. Et par exemple, pour l'ostéopathie, les indications qui sont portées à l'Institut d'oncohématologie pédiatrique sont un peu limitées parce qu'on a effectivement montré des bénéfices dans ces symptômes-là. C'est la gestion de la constipation. Les enfants qui sont sous chimiothérapie ont souvent des constipations extrêmement difficiles à vivre pour eux, invalidantes et douloureuses. Et l'ostéopathie a démontré des bénéfices sur la gestion de ce symptôme chez l'enfant. Et puis, une pathologie qui est ou une douleur qui est très spécifique de l'hématologie, qui est le syndrome post-ponction lombaire. Quand on fait une ponction lombaire, on peut provoquer, en enlevant un petit peu de liquide, des maux de tête qui peuvent durer plusieurs jours après la ponction lombaire et qui sont très invalidants pour les enfants. Et là aussi, on a mis en place un protocole de traitement grâce aux soins d'ostéopathie. Et l'ostéopathe est intégré dans l'équipe médicale et peut proposer aux enfants ces prises en charge thérapeutiques.
L'acupuncture, on en a entendu parler tout à l'heure, est aussi utilisée chez l'enfant. Alors, on a peut-être un peu de réserve. Il y a eu des réserves à un moment, on l'a évoqué, sur le risque peut-être d'hémorragie quand les plaquettes sont basses ou d'infection, quand les enfants ont des immunités qui sont un peu réduites par les traitements. Mais on l'a vu tout à l'heure et ça a été montré chez l'enfant aussi, finalement, les effets secondaires sont assez faibles. Je dirais que celui qui est le plus délicat à gérer, c'est peut-être celui de la douleur des aiguilles, et le laser, l'acupuncture laser a effectivement des applications pédiatriques, et on va recommander utiliser l'acupuncture dans certaines situations pour prévenir des symptômes liés à la chimiothérapie comme les nausées, vomissements, ou bien pour améliorer les problématiques de douleurs chroniques par exemple. Donc c'est aussi quelque chose qui est utilisé de façon assez usuelle dans notre activité d'oncologue pédiatre. On n'a pas beaucoup parlé de la réalité virtuelle, qui est une thérapie finalement aussi non médicamenteuse, même si c'est un process un petit peu à part, qui a un énorme bénéfice dans la gestion de la douleur et de l'appréhension des gestes douloureux. Et c'est forcément pour les enfants, là aussi, un terrain de jeu extraordinaire, parce que les enfants sont très réceptifs à tous ces process de réalité virtuelle. Et le fait de faire un geste douloureux avec ces masques de réalité virtuelle et ces programmes de réalité virtuelle focalise l'attention de l'enfant sur d'autres choses que l'aiguille qui va les piquer ou que le soignant qui va faire mal, et permet de réduire beaucoup le vécu douloureux de certains actes qui sont faits au quotidien en cancérologie. Donc, c'est un ensemble de différents types de thérapies complémentaires, et vous voyez que Bénédicte l'a montré tout à l'heure, ça va de différentes pratiques, soit corporelles, soit instrumentées, soit éventuellement de compléments alimentaires ou autres. Mais vous voyez qu'en pédiatrie, on peut aussi tout à fait décliner ces différentes techniques et ces différentes procédures. Et on a beaucoup de demandes et de succès, je dirais, dans la gestion en particulier de la douleur. On a parlé de la méditation et vous venez d'en vivre oh, mais c'est pas vrai, un moment très détendant. La méditation chez l'enfant a aussi une place importante, à la fois dans la gestion de la douleur, mais aussi simplement dans la gestion. D'ailleurs, il y a des enseignants qui commencent à utiliser la méditation en pleine conscience à l'école. Et donc, le principe de utiliser la méditation dans un service d'oncologie pédiatrique est aussi quelque chose qui est pour l'instant encore à l'état de projet, parce qu'on a toujours un petit peu de retard par rapport à ces pratiques-là. C'est moins facile à mettre en place en pédiatrie que chez l'adulte, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place aussi, avec là aussi des arguments et des preuves scientifiques d'un bénéfice pour la gestion du stress et de la douleur, par exemple. On a parlé de l'art-thérapie, c'est aussi quelque chose qui est en place à l'Institut d'oncohématologie pédiatrique depuis plusieurs années, avec des différents ateliers artistiques qui sont proposés aux enfants et qui apportent toute la richesse de ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu le catalogue. L'idée, c'était de dire, est-ce que chez l'enfant, on peut utiliser les médecines complémentaires? Oui, on peut, bien sûr. C'est même probablement, pour certaines d'entre elles, encore plus facile que chez l'adulte, parce que l'enfant a cette innocence et cette faculté d'éponger tout ce qui lui est apporté, qui est assez extraordinaire. Et on a démontré les bénéfices pour les enfants, c'est certain. D'abord, ce sont des approches non médicamenteuses et ça peut même parfois réduire les consommations de médicaments. Quand on parlait de la douleur induite par les gestes, on arrive, depuis qu'on s'est acculturé aux médecines complémentaires, on arrive à réduire les doses de médicaments antalgiques, par exemple, ou les choses qui sont mises en place pour éviter la douleur liée aux gestes douloureux. On augmente les possibilités thérapeutiques, on favorise l'implication de l'enfant. Bénédicte disait tout à l'heure, rendre le patient acteur de sa prise en charge. Rendre l'enfant acteur de sa prise en charge, c'est aussi extrêmement important. Et faire un geste douloureux chez un enfant qui est passif et qui subit n'a aucun lien commun avec celle de faire un geste douloureux chez un enfant qui devient acteur de son geste, soit par le biais de l'hypnose, soit par le biais de la réalité virtuelle, soit par d'autres pratiques, et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
Et puis, ça lui permet effectivement de redécouvrir des ressources en lui qu'il ignorait. Et ça, c'est quel que soit son âge, et c'est ça qui est passionnant. Et puis, pour les soignants, c'est effectivement aussi des démarches qui sont extrêmement importantes. Ça améliore l'arsenal thérapeutique dont ils disposent. Ça leur diminue un peu le sentiment d'être dépendant des prescriptions médicales. Ça améliore leurs compétences et leur communication. Et c'est vrai que pour faire, par exemple, des inductions hypnotiques chez des enfants ou des séances de sophrologie, comme on l'a vu, il y a besoin de rentrer en relation avec l'enfant et d'augmenter la communication avec lui. Et c'est toujours quelque chose qui, pour un soignant, est extrêmement enrichissant et important. Et puis, on voit que dans les équipes, quand on met en place ce genre de démarche, on a un petit peu l'impression de donner une dynamique positive dans l'équipe, ce qui est toujours très intéressant quand on travaille dans ce secteur de la cancérologie. Il y a des limites à ça. On a vu qu'effectivement, on avait des problématiques de… Oups, ben, je ne vais pas avoir mes limites parce que ce n'est pas grave. On manque d'études scientifiques suffisantes pour pouvoir affirmer qu'il faut le mettre en place. Et effectivement, on a besoin de développer des programmes de recherche pour pouvoir être un petit peu plus dans le cadre de la médecine occidentale. Les soignants manquent de connaissances et il y a beaucoup de soignants qui, quand ils sont interrogés par les familles, par les parents en pédiatrie, ne sont pas forcément informés de qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce qu'on a le droit de faire ça, et la sécurité, c'est de dire il vaut mieux pas. Et c'est important pour nous de former les équipes à la connaissance de ces différentes pratiques pour que les conseils qui puissent être donnés soient adaptés. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a un petit peu de la confusion entre médecine complémentaire, parallèle, alternative. C'est important de former et d'informer les familles et les soignants sur ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas, ce qui est reconnu comme étant utile ou rendant service à l'enfant ou ce qui ne l'est pas. Et puis là, des limites importantes aussi, c'est le fait de laisser pratiquer certaines de ces thérapies complémentaires par des personnes non formées qui potentiellement pourraient être délétères. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on lutte de façon à ne pas revenir en arrière et à ce qu'on ne finisse pas par nous interdire d'utiliser, d'avoir ce recours à ces ressources thérapeutiques qui sont pour nous extrêmement importantes. Et puis je vais finir juste avec si j'arrive, avec une petite… si j'avais… L'une des limites aussi que j'avais, c'était effectivement le fait qu'aujourd'hui, en pédiatrie, c'est vrai aussi chez l'adulte, la plupart de ces thérapies complémentaires ne font pas l'objet de financement par la sécurité sociale et qu'on ne peut les financer que grâce à des financements associatifs de gens qui sont sensibles au fait que l'ensemble de ces thérapies puissent apporter un bénéfice à l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra probablement faire évoluer aussi. Et puis, je termine juste avec une petite réflexion et une petite… début de méditation qui est que le vrai voyage, ce n'est pas de chercher de nouveaux paysages, mais un nouveau regard. Je vous remercie beaucoup.